Bonjour et bienvenue dans Actuel. Au sommaire, les Chinois autorisés à avoir un troisième enfant pour lutter contre le vieillissement de la population. Mais les couples hésitent en raison des coûts d'éducation et de logement. Certaines femmes, elles, craignent un asservissement familial. En France, bientôt des quotas à la tête des grandes entreprises. Un projet de loi est en cours d'examen. Le but, faire en sorte que la direction soit moins dominée par les hommes. Enfin, au Royaume-Uni, une série télé fait le délice de la presse. We Are Lady Farts raconte les aventures de 4 jeunes musulmanes qui forment un groupe punk. Précision d'Ingrid Terwatt de Courrier International. Et d'abord, direction la Chine où les autorités viennent de lever la limite de 2 enfants par couple. Mais la crise de la natalité risque de se poursuivre. En cause, un coût de la vie élevé, mais aussi les hésitations de femmes qui craignent devoir sacrifier leur carrière et leur émancipation. C'est une décision historique pour les Chinoises. L'État, qui contrôle le nombre de naissances, les autorise désormais à avoir un troisième enfant. Mais cet assouplissement de la politique nataliste est loin de correspondre aux souhaits de toutes les femmes. Autour de moi, y compris au sein de mes amis, personne ne veut un troisième enfant. Les jeunes subissent beaucoup de pression. Ils n'ont pas le temps de s'occuper des enfants à la maison à cause de leur travail. Et s'ils le font, ils doivent sacrifier leur travail. Beaucoup de gens choisiront de ne pas avoir de troisième enfant. Le modèle familial voulu par les autorités chinoises paraît incompatible avec la politique urbaine. Dans les villes, le coût de la vie est élevé et la plupart des couples vivent dans des appartements trop petits pour accueillir plusieurs enfants. Dans une grande ville comme Pékin, le rythme de travail est soutenu. Élever un enfant coûte cher. Si vous faites un troisième enfant, vous passerez plus de temps à la maison pour vous occuper de lui. Mais il faut aussi travailler, donc ce n'est pas réaliste. Avoir un troisième enfant ne sera possible que pour les familles riches qui se font aider. En 2016, les autorités chinoises ont mis fin à la politique de l'enfant unique. Les couples mariés ont reçu le droit de faire un second bébé. Ce schéma familial, défini par l'État, décide aussi du statut des femmes. J'ai regardé dans un roman du prix Nobel de littérature, Gao Xingjiang, et il a une phrase qui est tout à fait révélatrice de la raison pour laquelle je ne suis pas très optimiste sur cette mesure de gouvernement chinois, c'est « les hommes veulent une femme pour leur propre plaisir, les maris une épouse pour s'occuper de la maison, et les vieux une bru pour assurer leur descendance ». On est en réalité en Chine confronté aujourd'hui à un problème de statut des femmes qui ne s'accorde pas du tout avec une société qui reste fondamentalement machiste. L'État chinois, lui, met en avant un argument nataliste. L'an dernier, le taux de fécondité était seulement de 1,3 enfants par femme, loin du taux de renouvellement des générations situé à 2,1. Pour encourager les familles à faire plus d'enfants, la Chine mise sur des arguments financiers. Pékin a promis de réduire les coûts de l'éducation et de renforcer les aides au logement. L'actualité des droits des femmes et du féminisme est aussi à retrouver dans Courrier International, notre partenaire de la presse. Ingrid Terwatt, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors cette semaine, une bonne nouvelle du Salvador, en Amérique centrale, où une jeune femme, Sarah Rogel, qui avait été condamnée à 30 ans de prison après une fausse couche, pourrait être libérée. Elle a déjà fait quand même 10 ans de prison. Quelle est son histoire ? Elle avait 20 ans, elle était enceinte, elle est tombée en étendant son linge et elle a fait une fausse couche. Cette fausse couche l'a fait condamner pour homicide involontaire et donc condamnée à 30 ans de prison. Un juge a décidé de la libérer en disant qu'elle ne constituait pas de menace pour la société, mais le ministère public a déjà annoncé qu'il allait faire appel, donc elle est toujours sous les barreaux. Et évidemment, la première décision d'une potentielle libération a suscité beaucoup d'espoir pour sa famille, bien sûr, mais aussi dans les milieux féministes qui réclament un changement législatif important sur la question de l'avortement. Oui, parce qu'il faut dire que le Salvador est un des pays les plus répressifs en matière d'IVG, et pas que l'IVG, même fausse couche, avortement, homicide involontaire, tout ça est considéré comme une IVG interdite. Tout à fait. En 2019, il y avait 18 femmes qui étaient dans les prisons salvadoriennes pour ces raisons-là. Les Nations Unies ont demandé qu'au moins 3 d'entre elles soient libérées et même indemnisées. Mais il y a 5 ans, une proposition de loi pour permettre l'avortement en cas de viol, en cas de malformation très grave du fœtus ou de danger pour la vie de la mère
avait été retoquée par les députés. Donc le combat est très loin d'être gagné et la bataille s'annonce encore très longue et très difficile. Voilà, et on va la suivre évidemment dans Actuel. Alors avant de poursuivre avec vous, Ingrid, voyons d'autres informations de la planète actuelle sur les droits des femmes, en bref et en images avec Inès Olagaray. Regardez. Élue, mais pas encore officiellement investie. Fiamé Naomi Mataafa devrait devenir la première femme à diriger le gouvernement des îles Samoa. Mais son prédécesseur, au pouvoir depuis 22 ans, refuse de lui céder la place. Le jour de son investiture, l'entrée au Parlement lui a été interdite. La première ministre élue a finalement prêté serment lors d'une cérémonie improvisée dans les jardins de l'Assemblée. Fiamé Naomi Mataafa, à la tête du parti FAST, est une pionnière de la lutte pour les droits des femmes dans l'archipel. Elle est aussi connue pour son engagement dans la lutte contre le réchauffement climatique. En France, la parité au sein de l'entreprise fait son chemin. Une proposition de loi pour imposer des quotas à la tête des grandes sociétés a été adoptée à l'Assemblée nationale et doit être maintenant soumise au Sénat. Objectif : atteindre les 40% de femmes dans les comités de direction d'ici 2030. Il y a 10 ans, la loi Copé-Zimmermann a imposé des quotas de femmes dans les conseils d'administration. Mais les comités de direction restent encore très masculins. Les femmes ne représentent que 22% des effectifs. Et une seule femme dirige un groupe du CAC 40, Catherine McGregor, chez Engie. Elle sera bientôt la première astronaute européenne à commander l'ISS. En 2022, Samantha Cristoforetti partira en mission pour la seconde fois sur la Station spatiale internationale. Âgée de 44 ans, cette ancienne pilote de chasse italienne détient déjà un record, celui du plus long séjour d'une femme dans l'espace. Elle avait alors passé 199 jours en orbite entre 2014 et 2015. Dans l'actualité du divertissement à présent, Ingrid Terwatt, le succès d'une série télé britannique sur un groupe de punk londonienne musulmane. Ça s'appelle We Are Lady Parts. C'est très commenté par la presse britannique. C'est une série qui casse les codes, c'est ça ? Complètement. Et alors, la presse britannique est enthousiaste. Différents journaux, le Evening Standard, le Guardian, le Daily Telegraph, le Financial Times, qui est pourtant très sérieux, tous ont adoré. Il s'agit d'une histoire de plusieurs femmes musulmanes, certaines voilées, d'autres non, qui rêvent à la fois de se marier, mais qui en même temps sont très libres. Il y en a une qui est doctorante en biochimie, l'autre qui travaille dans une boucherie halal, encore une autre qui est conductrice pour Uber. Et la manager en hijab qui fume beaucoup. Et qui fume comme un pompier. Et donc, en fait, ça casse tous les clichés habituels de la femme musulmane, opprimée, etc. Donc, évidemment, c'est très intéressant et apparemment assez subtil aussi. Il ne s'agit pas d'être dans la leçon politique toutes les 3 minutes. C'est subtil, c'est drôle, décalé et tout le monde s'enthousiasme pour cette série. Alors, tout le monde s'enthousiasme. Néanmoins, certains disent quand même que ce n'est pas du tout réaliste. Qu'est-ce que la créatrice de cette série répond ? Alors, la créatrice est Nida Manzour. Elle a travaillé sur la réalisation de Doctor Who et elle répond que, d'abord, ce n'est pas un documentaire et puis, c'est une réalité. Les femmes musulmanes, c'est aussi ça. Et ce qui est bien, c'est qu'on ne peut pas rendre compte de l'ensemble de la réalité dans une seule série. Donc, il faut en faire plus. Merci beaucoup, Ingrid Terwatt. Donc, des articles à retrouver dans Courrier International. Et vous allez voir, ce qui va suivre va certainement vous intéresser parce que finalement, parfois, la réalité rejoint la fiction. Direction l'Indonésie, le plus grand pays musulman au monde. En 2014, 3 jeunes filles y ont fondé un groupe de thrash metal, malgré leur milieu d'origine. Assez conservateur, écoutez l'une d'entre elles. Dans notre village, il n'est pas commun de voir des filles jouer du métal. Beaucoup de notre âge sont déjà mariées ou fiancées. On a essayé de prouver à nos parents qu'ils pouvaient nous faire confiance, en donnant notamment des concerts sur des chaînes de télévision. Parce que quand on passe à la télé, nos parents sont fiers de nous. Alors, depuis leur création, il y a 7 ans, Voice of Bass Prod, c'est ainsi qu'elle s'appelle, ont fait du chemin. Au-delà de leur pays, elles commencent à avoir une carrière internationale et devraient d'ailleurs donner un concert en France à la fin de l'année. On tâchera de les rencontrer dans Actuel. En attendant, on se quitte sur un de leurs derniers morceaux. Merci d'avoir été avec nous et on se retrouve évidemment sur les réseaux sociaux.